Oui. Pour quelqu'un qui est intéressé à entrer dans les mines, il faut déjà qu'il comprenne qu'il y a deux catégories. Oui. Le côté artisanal, que vous recommandez vivement, oui, et le côté industriel. Parce qu'il y a des minerais de sang. On ne peut pas acheter quelque chose que vous ne savez pas la provenance. Et selon la loi, et selon le code minier, la profondeur moyenne de l'exploitation minière artisanale est de 30 mètres. C'est pourquoi nous conseillerons toujours aux gens de commencer par des prospections. Lorsque vous avez un périmètre d'exploitation artisanale, vous devez mettre les moyens pour faire la prospection. Pour le cuivre, les cuprocobaltifères, bon, souvent nous avons des documents que nous émettons. Il y a nos encadreurs dans des entités qui retracent. De vous à moi, si quelqu'un veut se lancer dans la mine artisanale, il faut un minimum de combien? 100 000, 20 000. 100 000 dollars? Oui, oui. Nous filmons aujourd'hui de Lubumbashi, nous sommes au Congo. Nous sommes venus à un endroit quand même assez spécial où il y a des autorités qui gèrent les mines. C'est important pour nous d'avoir l'information à la source, des gens qui savent comment ça se passe pour éviter les maux de tête, mais surtout pour que vous sachiez les processus dont on part d'où, on continue où, on s'adresse à qui et on avance comment. Pour ce faire, on a ce que j'appellerais la boussole des mines avec nous dans la région du Haut-Katanga. Monsieur Ulysse. Oui. Bonsoir, Monsieur Ulysse. Bonsoir, Madame Stéphanie. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Okay. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à la communauté? Oui, je suis géologue de formation et nous évoluons dans le secteur des mines et dans les services CMAP au Katanga. Je suis chargé des techniques et développement intégrés. Nous gérons les creuseurs dans les secteurs et dans les Hauts-Katanga d'une façon générale. Super. Merci. Maintenant, ça se passe comment pour un profane? Disons quelqu'un intéressé par les mines, parce que tout à l'heure on parlait et vous sortiez des chiffres astronomiques, hein, je dirais. On ne se rend pas compte à quel point c'est bénéfique. Ce secteur ramène beaucoup d'argent. Disons quelqu'un intéressé par les mines, à investir dans les mines. Il commencerait de où exactement? Pour investir dans les mines, il vous faut beaucoup de moyens, mais vous devrez être en mesure de couvrir toutes ces dépenses. Il y a entre autres deux catégories de mines. Il y a les grandes mines et les petites mines. Mais les grandes mines, c'est pour les grandes sociétés, entre autres comme KCC. On peut prendre, parce que c'est par rapport à leur capital social. Mais des petites mines, c'est là où nous pouvons peut-être plus insister pour que les gens viennent dans les petites mines. C'est là où nous sommes, parce que les CMAP a la capacité d'encadrer les creuseurs et les petites mines. Donc les creuseurs, c'est avec leurs moyens rudimentaires. Et ils ont les efforts, ils fournissent les efforts. Et lorsqu'ils se retrouvent dans les capacités de continuer, ils sollicitent maintenant à faire une découverture pour décaper la zone qui semble être instable, afin qu'ils puissent travailler dans toute quiétude et en toute sécurité. C'est à ce moment-là qu'interviendra à faire la découverture. Mais selon la loi, et selon le code minier, la profondeur moyenne de l'exploitation minière artisanale est de 30 mètres. Si vous arrivez à 30 mètres, vous êtes tenu à décaper, à stopper d'abord et à décaper la zone et continuer maintenant cette activité. Mais c'est rentable lorsque vous avez des moyens et que vous acceptez de travailler avec les coopératives, avec les creuseurs, parce que la coopérative, c'est un regroupement des gens qui ont un objectif commun. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils peuvent aller et avancer dans la même direction. Donc nous voyons qu'avec la coopérative, vous pourrez être en mesure de booster dans vos activités et être tracé par rapport à vos activités. Parce que nous traçons le flux du puits jusqu'à l'exportation. Il y a des documents qui vous accompagnent dans cette activité pour ne pas se retrouver en difficulté
Entre autres, on peut prendre le cas de cassitérite, parce qu'il y a des minerais de sang. On ne peut pas acheter quelque chose que vous ne savez pas la provenance. C'est pourquoi vous voyez, il y a des tags, on prend la source, même le nom de celui qui a produit. Il y a des logbooks, on trace tous ces éléments. Mais pour le cuivre, le cuprocobaltifère, bon, souvent nous avons des documents que nous émettons. Il y a nos encadreurs dans des entités qui retracent la source et voir les circuits dans les secteurs et revoir tout ce qu'il y a pour retracer des activités. Ok. Donc si je comprends bien, je vais résumer. Hein. Oui. Pour quelqu'un qui est intéressé à entrer dans les mines, il faut déjà qu'il comprenne qu'il y a deux catégories. Oui. Le côté artisanal, que vous recommandez vivement, Oui. et le côté industriel. Oui. Maintenant, si on veut se lancer dans l'artisanat, il faut former des coopératives. Oui. Et vous expliquez tout à l'heure, c'est un groupement de personnes qui ont le même objectif commun. Oui. Minimum 20 personnes. Minimum, c'est 20 personnes. Minimum 20 personnes. Oui. Et de vous à moi, si quelqu'un veut se lancer dans la mine artisanale, il faut un minimum de combien? Bon. Est-ce qu'il faut 10 millions de dollars? Est-ce qu'il faut 100 millions de dollars? Est-ce que... Bon, parce qu'il y a les parts par rapport aux cotisations des membres. Okay. Mais vous pourrez prendre d'une façon générale 100 000, 20 000. 100 000 dollars? Oui, oui. Okay. 100 000 dollars. Parce que vous devez avoir des moyens pour couvrir en premier lieu les activités. Okay. Donc vous ne pouvez pas être en déficit lorsque vous devrez acheter les équipements, commencer les débuts d'activité, la prospection. Parce que vous devez vraiment s'échelonner. Donc vous devrez être en mesure de faire une petite prospection dans votre périmètre d'activité afin de déduire ce que vous avez dans les sous-sols. Parce que vous ne pouvez pas commencer quelque chose sans savoir la valeur de votre périmètre. Donc vous devez payer la prospection, il y a des phases. Peut-être pour faire la géochimie, vous devez payer. Après la géochimie, vous devez faire les forages. Après les forages, vous devrez même quantifier, circonscrire la zone minéralisée. Donc tout ça, ce sont des étapes. Lorsque vous avez ces étapes, ça vous demande des moyens. Donc en premier lieu, ce qui est rudimentaire et simple, c'est faire la géochimie. Parce que la géochimie, on va faire des teneurs, d'isoteneurs. Vous aurez les plages de la minéralisation, la zone là qui est intéressante. À partir de cette zone, vous pourrez même réduire la maille jusqu'à faire encore le forage pour obtenir des informations en profondeur et les ramener en surface. C'est à ce moment-là, si vous terminez les différentes phases, que vous allez maintenant circonscrire votre zone et même quantifier les gisements. Donc ça demande les moyens. Mais si vous n'avez pas de moyens, ça sera très difficile. Mais pour les creuseurs, lorsqu'ils font, vous pourrez les aider en premier lieu à mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise en faisant ces activités. Ok. Oui. Donc 100 000 dollars, c'est pas mal. Parce que quand vous disiez cher, je voyais minimum 10 millions ou 100 millions. Donc en fait, la mine n'est pas aussi inaccessible que les gens pensent. Hein? Parce que les gens pensent souvent qu'il faut des millions de dollars pour s'y lancer. Alors que déjà avec des centaines de milliers de dollars, on peut faire quelque chose. Oui, donc la mine, en fait, c'est cher. Même si vous mettez 1000 dollars, si vous n'avez pas de moyens, ça deviendra encore cher pour vous. Donc, le minimum, on peut parler peut-être de 10 000, 20 000, 100 000 dollars. 10 000 dollars? Il y a des gens qui commencent avec juste 10 000 dollars. Bon. 10 000 dollars, c'est pour le début peut-être, mais lorsque vous aurez arrivé jusqu'à la production, vous allez faire la sommation, ça va dépasser même. Ok, donc le 100 000 dollars, c'est pour couvrir tout jusqu'à la fin? Non. C'est ça, ou bien c'est juste pour lancer la mine? Bon, c'est juste pour lancer, parce que les dépenses, certes, ça viendra toujours. Parce que si vous avez de la chance et que vous connaissez la zone, vous avez fait la prospection et que vous avez même la connaissance sur la zone indiquée, là, ça va vous alléger. Mais lorsque vous allez dans un terrain aveugle ou un gisement aveugle, vous ne savez pas c'est à quelle profondeur que vous allez trouver la minéralisation. Là, ça devient encore très sérieux parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez la minéralisation.
quand est-ce que vous allez récupérer, quand est-ce que vous allez trouver des gisements. Donc, ça complique. C'est pourquoi nous conseillerons toujours aux gens de commencer par des prospections. Lorsque vous avez un périmètre d'exploitation artisanale, vous devez mettre les moyens pour faire la prospection jusqu'à trouver l'intérêt de la zone. La prospection, c'est quoi exactement? La prospection, ce sont des recherches, des études pour définir ce que vous devez trouver. Vous allez donc circonscrire. Peut-être dans les Hauts-Katanga ici, on fait la prospection pour trouver les gisements d'or, des gisements de cuivre, de cobalt. Plus particulièrement, c'est le cuivre qu'on recherche ici. Mais si vous allez vers le nord, il y a la cassitérite, l'or, mais ça dépend de l'élément que vous êtes en train de rechercher. Mais dans les cas d'espèces, si vous recherchez le cuivre, vous devez faire la prospection pour retrouver des cuivres en premier lieu, mais les autres substances vont apparaître. Mais ça va rester dans la base de données. En cas de besoin, vous pourrez encore réutiliser. Mais si vous faites tous les éléments, mais vous allez chercher l'élément majeur par rapport à vos recherches. Bien sûr, ça vient comme en termes d'hétérogénéité, mais vous devrez chercher l'élément majeur. Par exemple, on peut prendre cuivre cobalt, mais ce que vous recherchez, c'est le cuivre. Mais vous ne pouvez pas non plus jeter les cobalt. Mais ça devient comme une réserve pour vous. Mais lorsque vous faites l'achat, vous achetez les cuivres. Mais maintenant, l'exportation avec CEC, CEC va déduire tous les éléments que vous avez dans vos produits. Et il va les faire taxer et vous allez payer. Le CEC, c'est le Centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales. Donc, c'est un laboratoire du ministère des Mines. Donc, lorsqu'on est à l'exportation, CEC nous aide à donner un certificat qui est valable pour le ministère des Mines. Partout où vous allez vous retrouver avec leur certificat. C'est international. Donc, on accepte cette expertise que vos produits ont été bien calibrés, traités. La prospection est effectuée par qui? Des spécialistes comme vous? Oui, la prospection c'est effectuée par des spécialistes comme nous, les géologues. Il y a des équipes, on fait un campement, on va sur le terrain, on cherche des équipements, tout ce qu'il faut pour un temps. On va définir. Et souvent, on peut le faire progressivement. Peut-être vous avez un périmètre de 2 carrés. Directement, vous ne pouvez pas commencer sur les 2 carrés. Vous pourrez prendre peut-être 1 carré, vous donner une maille donnée. Par exemple, une maille de 100 sur 100. À chaque 100 mètres, on peut ramasser un échantillon d'une profondeur de plus ou moins 50 cm. Comme ça, vous prenez et puis vous faites analyser. Vous aurez les résultats. Vous allez maintenant dessiner l'isoténaire. À 50 cm, on peut déjà déterminer de la teneur de la terre. Il ne faut pas creuser plus au fond pour... Non, ça c'est un système simple qui est moins cher que on pouvait dire. Donc la géochimie, ça coûte moins cher parce que les forages, ça coûte cher. Parce que les forages, on fort par mètre, ça peut aller à 200 mètres, $200 le mètre. Mais vous devez négocier. Mais pour le débutant, nous devons voir d'abord la structure du sol. Dans les sols, qu'est-ce qui prédomine? On fait juste la reconnaissance des sols. Donc avec les sols, il y a une anomalie qui va se présenter. Et la zone d'anomalie, maintenant, on peut faire des prospections approfondies. Donc là, on peut maintenant solliciter des forages. On peut faire en profondeur, on peut prendre même le forage des 50, 100, 150 mètres pour connaître maintenant la minéralisation. C'est à quelle profondeur qu'on peut rencontrer la minéralisation. Mais la géochimie, c'est juste pour la reconnaissance des sols. Donc ça vous aide aussi, c'est un indice aussi qui peut vous permettre de vous décider pour la prochaine phase. Donc c'est initial pour déterminer peut-être il y a quelque chose Exactement. dans le sous-sol. Oui, parce que lorsque vous allez prendre, ça sera comme une plage comme ça. Vous prenez, ça va se dessiner par rapport à la teneur et ça va reprendre tous les éléments.
qu'il y a sur votre échantillon, mais vous allez plus vous focaliser sur ce que vous recherchez en priorité. Okay. Si c'est le cuivre, vous ferez la carte isoténaire de cuivre. Si c'est le fer, vous ferez pour le fer des manganèses, le plomb, le cobalt. Vous aurez tous les éléments, mais ça dépend maintenant de ce que vous recherchez, à la demande sur le marché. Et aussi, on a appris hier que le cuivre attire d'autres éléments en lui, n'est-ce pas? Oui. Du genre l'or, il y avait quoi d'autre là? Le cobalt et tout le reste. Oui, c'est pourquoi on dit les gisements cuivro-cobaltifères. Il n'y a pas, dans un échantillon, il n'y a pas que les cuivres et les cobaltes. Il y a beaucoup d'éléments. C'est pourquoi, si vous voyez, on peut peut-être voir dans notre labo, lorsqu'on vous donne un échantillon, les requérants demandent que moi j'ai besoin de voir la teneur de cuivre. Ils payent pour l'élément recherché. Mais cependant, en analysant, il y a d'autres éléments qui accompagnent. Okay. Mais nous allons seulement donner comme nous sommes un service d'encadrement. On donne comme bonus, on ne fait pas payer les autres éléments, mais on paye seulement un seul élément, mais on te donne même 2, 3, 4 éléments qui accompagnent. Dans l'échantillon. Dans l'échantillon. C'est pour voir, lorsque vous travaillez, peut-être vous verrez, il y a le cuivre, mais le fer est en teneur supérieure. Mais c'est voir comment orienter lorsque vous êtes sur le terrain, comment vous devrez enlever tout ce qu'il y a comme impureté pour avoir rien que ce qui est recherché. Donc en fait, on ne peut pas extraire seulement les cuivres. Il y a toujours des accompagnateurs. Mais on met les cuivres, c'est par rapport à la demande sur les marchés. Du point de vue technique, est-ce que c'est une matière première qui attire d'autres éléments? Comment est-ce que dans un échantillon, on retrouve autant de matériaux, de matières premières? Oui, donc vous savez, lorsque vous avez un gisement, quel que soit le nom, il y a toujours des accompagnateurs. Mais maintenant, nous recherchons par rapport à votre demande. Okay. Donc on ne peut pas trouver un gisement, il n'y a que le cuivre. Il n'y a que le cuivre, non. Ça, donc on prend, ce sont des choses, d'ailleurs lorsqu'on prend l'échantillon, on prend d'une façon brute. On ne peut pas choisir un échantillon. On prend par hasard, on prend comme ça et on malacte, il y a un processus à suivre. Et lorsqu'on fait des analyses, vous avez maintenant une idée dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher et c'est par rapport à ce que vous recherchez. Vous pourrez avoir les cuivres. Il y a aussi la teneur de cobalt. Mais vous dites seulement que moi je recherche le cuivre. Mais c'est lui qui vous amène les cuivres. Des fois peut-être on peut minimiser de ne même pas payer les cobalt ou les autres éléments, mais on se concentre plus au cuivre. Mais il reviendra maintenant au service. C'est avec l'expertise de notre laboratoire de mine, CEC, que CEC va maintenant quantifier à l'exportation que ici dans vos produits, en dehors de cuivre, il y a autant de teneur pour le cobalt. Est-ce que les étrangers payent pour ces autres éléments? Parce que CEC est là pour donner la teneur des éléments à vendre, mais tout à l'heure, on disait que la transformation, le code minier veut présentement que la transformation de certains matériaux se fasse sur place. Ça se fasse sur place, okay. Parce qu'on n'exporte pas des brutes. Mais maintenant, lorsqu'on fait cette transformation à l'exportation, CEC aussi est tenu à vérifier dans vos produits, il y a quoi exactement. Tout ce qui va apparaître dans vos produits, CEC va les quantifier et vous allez payer. Donc là, il va les capter. C'est maintenant qui capte à l'exportation. C'est qui vous a échappé à la vente, mais c'est à l'exportation. Si j'essaie de comprendre, vu que la transformation est déjà effectuée, donc chaque élément est le cuivre est à part, l'or est à part, le coltan, le cobalt, tourmaline et tout le reste, chacun est à part. Oui, exactement. Mais pourquoi faire encore l'analyse de, par exemple, le cuivre qu'on a sorti, on a détaché des autres éléments, et l'or, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi faire l'analyse de ce qu'on est en train de vendre, on est en train d'exporter, alors qu'on a déjà fait la transformation, quoi. Genre, on a fait c'est passé par l'usine de traitement qui a eu à faire le tri et à sortir les éléments. Bon, là, lorsqu'on fait, c'est juste pour vérifier si réellement, juste pour la vérification, si réellement il n'y avait que ça. Donc, si jamais vous avez fait par mégarde, par... je comprends, c'est un système de contrôle aussi. C'est un système de contrôle. Mais maintenant, là-bas, au finish,
ils vérifient, ils vont vous taxer maintenant. Si jamais il y a le cobalt, on vous dira il y a le cobalt dans vos produits de telle teneur, vous allez payer. Parce qu'on ne va pas vous laisser partir avec ce produit. C'est pourquoi on a demandé à ce que les traitements se fassent localement. Et puis les remblais qui restent là, pour vous qui gérez ça, vous saurez que dans nos remblais ici, il y a tel élément qui est resté. C'est comme les terrils ici de la gécamine, les germaniums. Donc vous voyez les remblais qu'il y a à la gécamine, des scories. C'est un gisement artificiel pour Estelle. Estelle, lui, il récupère d'autres éléments et après, il retourne les remblais, les rejets là à la gécamine. Parce que pour eux, ils soutirent seulement l'élément par rapport à leur contrat. Et après, le reste, ça reste encore pour la gécamine. Les remblais sont moins chers, n'est-ce pas, comparé aux éléments initiaux qui sont soustraits des terres. Vu que les remblais, c'est déjà les remblais, c'est quoi? Les rejets. C'est les rejets. Après traitement, vous avez soutiré le cuivre, ce qui reste. Ce sont les éléments qui ne vous importent pas. Oh, okay, vous pourrez encore conserver et ça aura de la valeur par rapport à la demande. Aujourd'hui, on peut négliger le fer. Mais demain, on peut avoir une société qui est venue pour chercher le fer. Donc, quelle est la première étape à mener pour quelqu'un qui veut se lancer dans les mines? Il faut que d'abord la personne soit en ordre avec sa documentation. Ok, la documentation. Oui, donc il faut qu'il soit coopératif, qu'il ait son agrément en tant que coopérative et qu'il ait... D'abord, il faut qu'il soit constitué en coopérative, il faut qu'il présente les statuts, les règlements d'ordre intérieur et qu'il obtienne aussi l'agrément. Et après, vous devrez maintenant solliciter un endroit pour l'exploitation. Oui. Et ça, c'est effectué par M. Kaba. C'est un professionnel dans le domaine. Oui, celui qui nous accompagne ici également au Katanga. Exactement. Vous devrez lui amener le dossier complet, prêt pour obtenir l'agrément. Là, il va vous accompagner sans se faire du mal à la tête. Mais si vous venez seulement, non, directeur, j'ai besoin seulement de l'agrément, il va vous donner seulement la procédure. Mais si vous terminez, vous arrivez à terme, là, il peut vous accompagner pour obtenir l'agrément. Parce qu'il y a des frais à chaque niveau qu'il faut payer. Wow. Oui. Maintenant, en taux de... Là, c'est un peu pour faire rêver les gens. Oui. En termes de profit, si quelqu'un investit par exemple 100 000 $, il peut avoir combien en retour? Oui, si là, déjà, il connaît la valeur de son périmètre. Il a aussi 100 000 $. Donc là, c'est facile parce que... Et là, en moyenne. C'est inestimable. Non, il faut des chiffres pour faire. Oui, en moins de 6 mois, si tu mets 100 000 en moins de 6 mois, tu te fais 2 millions. Oui, c'est possible. Wow. Mais vous devrez maintenant avoir des personnes bien. Oui, parce que c'est un investissement qu'il faut suivre. Il ne faut pas investir et puis vous êtes en dehors. Oui. Donc vous devrez être là où il y a les activités pour faire les suivis. Lorsque vous mettez vos moyens, vous devez mettre aussi les mécanismes de contrôle afin de gagner, de récupérer et faire des bénéfices. Mais si vous mettez les moyens et que les gens qui sont autour, qui ne sont pas crédibles, qui n'ont pas une bonne probité morale, ça dérange. Ils sont pas intègres. Oui, il faut... Et c'est plein ici en Afrique, hein? Pas juste au Congo, en Afrique là c'est plein. Oui, bon, il y a aussi des exceptions. Le problème c'est les traitements. Lorsque vous traitez les gens, vous devez les mettre très à l'aise pour qu'ils ne puissent pas mettre des choses en tête. Mais si vous les mettez dans de bonnes conditions, et quelqu'un qui est à l'aise, il ne peut pas penser à ça. Donc il doit faire son travail proprement. Et tout dépend maintenant de la prospection. Il faut faire une bonne prospection où il n'y a pas beaucoup d'intérêt et des choses compliquées. Mais vous devez, si on dit il y a les cuivres, réellement il y a les cuivres. S'il y a les cobaltes, il y a les cobaltes. Pas faire des choses comme si vous faites quelque chose d'à peu près. Donc vous devrez donner le résultat obtenu, sans majorer, sans falsifier.
là, vous êtes tenu à réussir. Super. Oui. Mais merci beaucoup, Monsieur Ulysse, pour votre temps. Je vous en prie, Madame Stéphanie. C'est très apprécié. Merci. Je sais que certains ont demandé le contact de la boussole, mais bon, il est dans les bureaux administratifs. Hein. On ne va pas le sortir des bureaux administratifs. Oui, il n'y a pas de problème. C'est sous la coupole de tout ce qui est autorité congolaise. Donc, on reste dans la transparence ici. Oui. Bon, merci beaucoup pour votre temps encore. Je vous remercie aussi. Oh, super. Quant à vous, les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les. Je pourrais les remonter à M. Kaba, qui est notre point de repère ici au Katanga, et on va vous faire un retour par rapport à ça. Okay.